Good Morning Business, le grand entretien. Il y a bientôt un an, les Américains mettaient en place l'Inflation Reduction Act. La mesure, à l'époque, avait effrayé les Européens. Une mesure protectionniste, c'est ce qu'avaient en tout cas dénoncé pratiquement d'une seule voix les 27 pays de l'Union européenne. On va faire le bilan avec Pascal Lamy, président émérite de l'Institut Jacques Delors et ancien directeur général de l'OMC. Merci d'être avec nous. Quel bilan, est-ce que vous tirez de cet Inflation Reduction Act un an après ? Bonjour. Je crois qu'il faut, avec le recul, constater que cette loi américaine a marqué un tournant dans le jeu économique international. Pour booster le verdissement de leur industrie, les Américains ont en fait déclenché une espèce de guerre mondiale des subventions. La bonne nouvelle, c'est que les Américains vont pouvoir rattraper une partie du retard qu'ils ont pris dans la lutte contre le changement climatique, notamment par rapport à l'Europe. La mauvaise nouvelle, c'est évidemment que ceci va, dans les années qui viennent, fausser complètement la concurrence internationale. La réaction à ce jour, après un an, on a un peu de recul effectivement, a été finalement assez molle. D'une part, les autres pays riches, l'Europe, le Japon, la Corée, le Canada, l'Australie, essaient de réagir avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec des monnaies qui sont beaucoup moins disponibles en quantité limitée que n'est le dollar, qui est la vraie force de l'arme américaine, c'est qu'ils peuvent subventionner, puisque leur endettement est pratiquement infini et leur coûte relativement peu cher. Évidemment, il faut aussi regarder le côté des pays les plus pauvres, qui, eux, sont les principales victimes de tout cela, parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens, si je puis dire, de jouer dans cette guerre des subventions, et on verra dans les années qui viennent, si les pays qui sont désavantagés, il y en a beaucoup, répliquent ou non avec des dispositifs que l'OMC permet d'ailleurs, comme des droits anti-subvention. Et pour répondre à votre question sur l'Europe, elle a réagi de manière mesurée, de mon point de vue un peu trop mesurée, pour ne pas se fâcher avec les Américains, avec lesquels on essaie d'aider l'Ukraine à contrer l'invasion russe, et ça compte évidemment beaucoup dans la relation transatlantique. Et là aussi, et sur ce point, l'Institut Jacques Delors de Berlin a publié un papier qui a fait pas mal de bruit et qui a été remarqué à Bruxelles. Il y a des secteurs dans lesquels l'Europe doit réagir fortement, et elle a commencé à le faire. Par exemple, les batteries ou l'hydrogène, où là, on risque effectivement des délocalisations importantes. Il y a des secteurs comme l'éolien ou le solaire dans lesquels l'Europe dispose d'avantages comparatifs qui, pour l'instant, ne la mettent pas en danger. Reste que si les Américains vont jusqu'au bout, il faudra, notamment du côté européen, qu'on remette des sous dans la machine, si je puis dire, et ceci va de nouveau poser le problème d'un endettement supplémentaire au niveau européen, sujet sur lequel, comme on le sait, nos amis allemands, qui sont d'un côté les principales victimes de cette guerre des subventions avec les Américains, sont aussi d'un autre côté réticents à emprunter davantage. Et donc, ceci est loin d'être terminé. Pascal Lamy, pour bien comprendre le débat, la difficulté, c'est de soutenir la transition écologique. On sait très bien que dans de nombreux secteurs, c'est impossible de faire face à tous les investissements sans apporter des capitaux publics. Comment est-ce qu'on soutient, comment est-ce qu'on accompagne cette transition sans déroger aux règles de l'OMC ? On a quand même l'impression que tout le monde au niveau planétaire essaye de profiter un petit peu de la situation pour verser des subventions un peu plus que d'habitude. Vous avez raison. Et sur le diagnostic, c'est-à-dire que la transition écologique ne se fera pas sans davantage d'incitation publique, qu'il s'agisse des entreprises ou qu'il s'agisse des particuliers dont il faut modifier les comportements dans des proportions considérables, et les marchés tout seuls ne savent pas faire ça. D'autre part, il y a moyen de subventionner plus ou moins bien, si je puis dire. Certaines dispositions de la loi américaine sont
totalement contraires aux règles de l'OMC, comme par exemple celle qui conditionne l'octroi de subventions à l'acquisition des voitures au fait que les voitures sont produites aux États-Unis localement. Ceci n'est pas permis. Par ailleurs, il y a différents moyens et méthodes. Si vous regardez les chiffres, pour l'instant, en termes de puissance de feu financière, pour l'instant, les Américains et les Européens font à peu près jeu égal, sauf que les Américains, si j'utilise une comparaison, le font avec une lance à incendie, nous, on le fait avec un arrosoir. Alors, on ne dépense pas forcément moins d'eau qu'eux, mais eux le font de manière extrêmement ciblée. Et ça, c'est un point sur lequel il faut que les Européens apprennent à faire mieux. Au printemps, vous aviez signé une tribune dans les colonnes des Échos. Vous expliquiez que tout ce qui est en train d'arriver était finalement assez prévisible. Ça fait longtemps, je vous cite, que les États-Unis ont dérivé vers le protectionnisme. Oui, je crois que c'est un constat que je fais avec le recul. J'en ai vu les premiers signes quand j'étais directeur général de l'OMC dans les années 2005-2010, où ils ont commencé, après avoir été, avec les Européens d'ailleurs, copilotes de la construction du système de règles internationales pour un commerce ouvert et, disons, avec un protectionnisme limité autant que possible. C'est à partir de ce moment-là, pour diverses raisons, qui tiennent beaucoup à la structure du système politique américain, qui tiennent aussi à leur extrême réticence à l'égard de toute discipline internationale qui leur serait imposée. Et il y a eu des signaux petit à petit, et je n'ai pas été surpris, par exemple, des guerres commerciales qu'a initiées Trump, même si Biden le fait de manière, disons, moins outrancière. Il y a une évolution de fond qui tient au fait que l'ouverture des échanges a moins profité aux États-Unis qu'à d'autres, notamment pour une raison principale, qui est que leur système de réduction de l'insécurité sociale est très très faible par rapport à, disons, leur richesse, leur PNB par tête, et ceci a entraîné, dans certaines régions des États-Unis, des colères qui ont eu des conséquences politiques et qui ont, par exemple, contribué à l'élection de M. Trump en 2016. Pascal Lamy, est-ce que vous pensez qu'un jour il faudra forcément remettre sur la table la question de l'extraterritorialité du dollar américain qui leur permet d'intervenir et d'imposer des règles bien au-delà de ce que les Européens peuvent faire? Vous avez raison, et ça n'est pas vrai que pour les Européens, c'est vrai pour tout le monde. Le principal véhicule, instrument de la puissance extraterritoriale américaine n'est pas tellement le militaire, encore qu'ils ont des moyens considérables et qui demeurent aujourd'hui les moyens principaux, mais la suprématie du dollar. Alors, un certain nombre de pays émergents essaient aujourd'hui de la mettre en doute. À mon avis, ça durera très très longtemps. Aujourd'hui, les États-Unis disposent d'une monnaie qui fait 60% de la facturation mondiale et 40% des réserves de change. Avant que ceci ne change, il passera beaucoup d'eau sous les ponts. Et je crois que ce n'est pas demain la veille. Ceci correspond à une réalité, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Aujourd'hui, le dollar est une monnaie illimitée pour les Américains. Tout le monde veut du dollar parce que ça reste l'actif le plus sûr et le plus liquide. L'euro a pris sa place, il reste de la place pour le yen. Le renminbi chinois essaie petit à petit de pénétrer ce monde de la finance internationale. Mais pour ça, il faut des actifs libellés en renminbi en quantité suffisante et liquide. Et ceci, encore une fois, c'est pas demain la veille. On connaît vos engagements. Vous êtes un fervent défenseur du commerce ouvert mais régulé. On est globalement en ce moment dans une phase de déglobalisation. Est-ce qu'il y a encore une place pour ce commerce ouvert et régulé compte tenu de ce qui est en train de se redessiner au niveau mondial ? Bon, d'abord, je ne crois pas qu'on soit dans une phase de déglobalisation. Si vous regardez l'évolution de l'échange commercial international,
il continue à croître de manière continue. Il n'y a aucun recul dans le volume des échanges internationaux. Mais on voit bien que la planète est en train de se réorganiser en différents blocs. Je n'irai pas jusque-là, je ne crois pas qu'il s'agisse de différents blocs, mais vous avez raison, la globalisation de demain ne sera pas celle d'hier pour un certain nombre de raisons. Ce qui est vrai, c'est que les considérations de sécurité économique, de vulnérabilité à des chocs extérieurs, pour un certain nombre de raisons, la rivalité sino-américaine, la crise du Covid, pour ne prendre que ces deux exemples, dominent aujourd'hui davantage qu'avant. En quelque sorte, la géopolitique a repris la main sur la géoéconomie, et donc la globalisation de demain sera, le monde restera globalisé, mais avec des filtres qui permettent d'assurer une meilleure protection au sens économique, au sens sanitaire, au sens technologique, au sens stratégique. Et ceci ne sera pas le modèle d'avant. Cependant, je ne crois pas à un monde divisé en blocs économiques. Si ça devait être le cas, ça coûterait extrêmement cher. Et ce serait d'ailleurs, hélas, probablement le prélude à de nouvelles difficultés politiques. Un dernier mot, il nous reste peu de temps. Vous évoquiez dans cette tribune, dans les colonnes des Échos, un capitalisme plus brutal. Ça, c'est inévitable à votre avis ? Alors, c'est le cas aux États-Unis. C'est à mon avis la grande différence entre l'Europe et les États-Unis. Qu'on aime ça ou non, nous sommes dans un système de capitalisme de marché globalisé. La différence est dans la nature de ce capitalisme. Il est relativement tempéré en Europe, notamment parce que nous avons des lois très importantes qui contrôlent la concurrence, parce que nous avons des systèmes de réduction de l'insécurité sociale bien meilleurs en comparaison qu'avec d'autres pays. Je ne dis pas que c'est parfait, mais quand on regarde par rapport à d'autres régions du monde, l'Europe est un endroit où le capitalisme est très tempéré. Aux États-Unis, il reste partisan d'une formule plus brutale, plus efficace, plus difficile socialement. Et là, c'est là qu'il y a une différence de civilisation que les Européens doivent bien comprendre, à mon avis, pour continuer à essayer de préserver leur propre modèle qui, qu'on le veuille ou non, exerce toujours un grand effet d'attraction sur les autres régions dans le monde. Merci beaucoup Pascal Lamy d'avoir choisi BFM Business ce Bonne matin. journée. Je rappelle que vous êtes président émérite de l'Institut Jacques Delors et ancien directeur général de l'OMC.